Bonjour, je vais faire une présentation synthétique pour donner des éléments de compréhension sur les problématiques européennes. Et je vais m'appuyer sur le diaporama que j'ai utilisé pour une conférence en mai 2024. On va commencer par se projeter dans le futur avant de revenir sur le passé et l'historique de la construction européenne. Fin 2024, il y a une réforme institutionnelle pour préparer un nouvel élargissement à l'Est, dans le but de donner plus de pouvoir à la Commission européenne, de généraliser le vote à la majorité qualifiée et voire de faire en sorte que l'Europe devienne un État avec une disparition pure et simple des États-nations. Cet élargissement concerne l'Ukraine, la Moldavie, peut-être la Géorgie, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, peut-être le Kosovo, la Turquie. Un certain nombre de ces pays sont déjà membres de l'OTAN. Et trois pays, la Géorgie, l'Albanie et la Serbie, sont concernés par le trajet d'un gazoduc qui achemine le gaz de la mer Caspienne depuis l'Azerbaïdjan jusqu'à l'Italie. C'est le trajet de ce gazoduc. Alors, le dogme européen, c'est il faut un élargissement quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte sur le plan financier, qui va avoir un coût financier majeur. Ce sont des pays qui sont rongés par la corruption. Sur le plan géopolitique, c'est un véritable casse-tête, puisque les Balkans subissent l'influence de la Turquie, de l'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de la Chine, de la Russie, tandis que l'Ukraine et la Moldavie subissent l'influence des États-Unis. Puis on ne s'est pas posé la question de savoir quelles étaient les frontières de l'Union européenne, ni de savoir si les pays transcaucasiens et la Turquie sont destinés ou non à intégrer l'Union européenne. Et enfin, toutes ces décisions d'élargissement se font sans que les peuples de l'Union européenne soient consultés. Alors, il faudrait au préalable définir l'identité européenne et définir également une finalité à la construction européenne, ce qui n'a jamais été fait. Il faudrait également se poser le bilan de l'Union européenne. Quel est le bilan en 2024? Faut-il poursuivre dans la même voie si ce bilan est positif, ou bien changer de cap si ce bilan est négatif? Et puis, en avril 2024, un article du Figaro avec l'appel de 50 personnalités pour un référendum sur la possible évolution vers une fédéralisation complète d'une union élargie à 37 qui se prépare à l'insu des Français. Cet article pose la question de l'opacité de la construction de l'Europe. Et c'est ce que nous allons voir à présent. On va séparer en deux périodes, de 1947 à 1984 et ensuite de 1984 à 2024. En 1947, le traité de Dunkerque entre le Royaume-Uni et la France a pour but de se protéger contre l'Allemagne. En 1948, le traité instituant l'Union occidentale entre la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg a pour but de se protéger contre l'Union soviétique, puisqu'on est dans un contexte naissant de guerre froide. On fait un petit détour avec la charte de la Havane en 1948, qui a été signée par 56 pays dans le monde, mais dont 15 pays européens. Cette charte a été élaborée par le Conseil économique et social des Nations Unies. Elle prévoyait une organisation internationale du commerce fondée sur la coopération et un contrôle des capitaux. Malheureusement, elle n'est jamais entrée en vigueur. En 1949, c'est la création de l'OTAN, 10 pays européens, plus les États-Unis et le Canada. La même année, la création du Conseil de l'Europe, avec des critères pour adhérer au Conseil de l'Europe, être un État démocratique,
respecter la liberté d'expression, la liberté des médias, le droit, les droits de l'homme, lutter contre la corruption. En 1999, à l'occasion du 50e anniversaire du Conseil de l'Europe, il y avait eu la perspective d'une réconciliation entre l'Europe et la Russie. On verra un petit peu plus loin ce qu'il en est devenu. Le Conseil de l'Europe est en quelque sorte l'antichambre de l'Union européenne. Sur le tableau ci-dessous, on voit qu'il y a un délai d'environ 15 ans entre l'admission au Conseil de l'Europe et l'entrée dans l'Union européenne. Et donc les pays candidats à l'entrée dans l'Union européenne en 2030 sont déjà membres du Conseil de l'Europe et on peut même curieusement trouver l'Azerbaïdjan, membre du Conseil de l'Europe depuis 2001. Il y a cependant une exception avec la Turquie, qui est membre du Conseil de l'Europe depuis sa création, mais qui n'est pas dans l'Union européenne. Et en réalité, elle pourrait poser sa candidature au BRICS. Il y a également la Russie, qui est membre depuis 1996, qui a été exclue en 2022 suite à l'invasion de l'Ukraine. En janvier 2024, l'Azerbaïdjan a été exclu de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour les pratiques de corruption et suite à la guerre contre l'Arménie. Et il faut noter que les États-Unis sont un pays membre observateur et qui pousse depuis toujours l'Union européenne à l'élargissement et à présent à un élargissement vers l'Est de l'Europe. En 1952, c'est la création de la Communauté européenne et du charbon et de l'acier entre 6 pays dans le but de favoriser une coopération pour la gestion des ressources en charbon et en acier. C'est un premier pas pour réconcilier la France et l'Allemagne, prévenir le risque d'une nouvelle guerre, et en même temps, c'est le premier modèle d'intégration européenne. En 1954, suite au rejet de la Communauté européenne de défense, l'Union occidentale devient l'Union de l'Europe occidentale. Elle était censée devenir le pilier de la défense de l'Union européenne. En réalité, elle restera dépendante de l'OTAN. On arrive au traité de Rome en 57, signé entre 6 pays, avec la création de la Communauté économique européenne, qui est basée sur des dogmes économiques, une concurrence libre et non faussée à l'intérieur de l'Europe, une libre circulation des capitaux, entendons en réalité une dérégulation de la circulation des capitaux, et la création d'un marché commun avec un tarif douanier envers les États tiers. Ce projet était censé relever le niveau de vie de la population et de préserver la paix sur le territoire européen. On a inscrit dans ce traité, dans tous les suivants, des positions néolibérales, sachant qu'auparavant, les dérégulations ont provoqué des crises financières ou de la spéculation. On aurait pu faire d'autres choix, en particulier le choix de la coopération et du contrôle des mouvements de capitaux, selon les propositions de la Charte de la Havane de 1948. Mais ce n'est pas ce qui a été choisi. Peu de temps après, l'Association européenne de libre-échange est créée, une association concurrente, en quelque sorte, à la Communauté économique européenne. Cette association est créée à l'initiative du Royaume-Uni, avec pour objectif d'établir une zone de libre-échange, non seulement entre ses membres, mais aussi au sein de l'Europe et dans le monde. Il faut noter que dans la Charte de la Havane, on proposait au contraire une régulation du libre-échange par des mesures de protection. Les membres de cette association européenne de libre-échange vont progressivement entrer dans la Communauté économique européenne, et celle-ci va s'engager dans une politique de libre-échange avec le reste du monde, au lieu de mettre en place une protection raisonnée, pour devenir ainsi la zone de libre-échange la plus ouverte du monde. En 1963, le traité de l'Élysée devait réconcilier la France et l'Allemagne, mais suite au mécontentement des États-Unis après la signature, le Bundestag ajoute un protocole qui stipule
une étroite association entre l'Europe et les États-Unis, une défense commune dans le cadre de l'OTAN, la perspective de l'adhésion de la Grande-Bretagne à la communauté économique européenne, l'abaissement des barrières douanières entre la communauté économique européenne, la Grande-Bretagne et les États-Unis. Cette modification du traité constitue ainsi un revers pour De Gaulle qui s'opposait à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la communauté économique européenne. En 1964, on affirme la primauté du droit communautaire sur le droit national. En 1966, suite à la politique de la chaise vide, destinée à paralyser le fonctionnement de la communauté économique européenne, le compromis de Luxembourg autorise l'unanimité pour des décisions qui touchent aux intérêts vitaux d'un État membre. On pourrait imaginer que si les peuples européens mettaient une pression sur leurs gouvernants pour réformer les institutions européennes, une coalition de pays pourrait mener une même politique de chaise vide afin de paralyser le fonctionnement de l'Union européenne. En 1979, c'est la première élection des députés européens au suffrage universel direct. Contrairement aux parlements nationaux de l'époque, qui reste structuré sur une opposition entre la gauche et la droite, le Parlement européen est rapidement structuré sur un clivage entre extrême centre d'un côté, extrême gauche, extrême droite de l'autre. Et ce clivage n'apparaîtra en France que lors du débat pour Maastricht et surtout avec la présidence d'Emmanuel Macron. La même année, le système monétaire européen permet de stabiliser les taux de change entre les pays européens. Il est basé sur l'écu, c'est pas une monnaie, c'est un panier de monnaie, avec une fluctuation minime des taux de change. Donc l'écu était une unité monétaire stable qui aurait pu évoluer vers une monnaie commune et non pas vers une monnaie unique, et dont le fonctionnement se basait sur la solidarité et la coopération des banques centrales de tous les pays, et sur le FECOM, le Fonds européen de coopération monétaire. 1984, c'est une année charnière. La commission institutionnelle du Parlement européen élabore le projet Spinelli, projet de traité instituant l'Union européenne, projet adopté à une large majorité par le Parlement européen. C'est un texte court, lisible, compréhensible par tous, qui incite à la coopération des peuples et des États, avec un objectif de restructuration, de renforcement industriel de l'Union face aux perturbations profondes que peut provoquer la concurrence internationale. Il met en place des compétences en matière sociale pour l'environnement, la santé, la protection des consommateurs et même la coordination de l'assistance réciproque en cas d'épidémie. On y reviendra. Le traité introduit la notion de subsidiarité. La subsidiarité, c'est on délègue à l'Europe ce qui ne peut pas être réalisé à l'échelle nationale. Les États délèguent une partie de leur pouvoir, mais en revanche, l'Europe doit se doter d'une constitution démocratique et par ailleurs, selon les principes du Conseil de l'Europe, être exempte de corruption. On verra un peu plus loin que cette notion de subsidiarité a été modifiée par le traité de Maastricht. Mais les chefs d'État et de gouvernement vont refuser ce projet et à la place, on va avoir l'acte unique en 1986. Donc, sous l'impulsion de Jacques Delors, qui 2 ans auparavant avait dérégulé le secteur bancaire en abrogeant la loi Pleven, les chefs d'État et de gouvernement signent l'acte unique avec une orientation néolibérale. Contrairement au projet Spinelli, l'acte unique a été élaboré avec une participation marginale du Parlement européen et par contre un important lobbying des multinationales. L'unanimité est nécessaire pour les mesures constituant un recul en matière de libération des mouvements de capitaux. On est ainsi quasi sûr
qu'il est impossible de revenir en arrière. La libre circulation des capitaux est effective en 1990, sans qu'il y ait au préalable une harmonisation fiscale. Il va s'en suivre une spéculation sur les monnaies. Avec l'acte unique, la finalité de l'Europe se résume à la construction d'un grand marché, au principe de la théorie néolibérale, à la dérégulation, à la libre circulation des capitaux, au libre-échange et à la concurrence. On arrive au traité de Maastricht, 1992, un traité opaque, illisible. Ce traité est à l'origine de la création de la Banque centrale européenne. Il modifie la subsidiarité sous une forme descendante, c'est-à-dire que l'Europe décide de la répartition des compétences, alors que dans le traité Spinelli, la subsidiarité était ascendante. C'était les États qui décidaient de la répartition des compétences. On a inscrit dans le traité des critères économiques et monétaires issus d'une théorie économique néolibérale qui exclut toute autre approche économique. Alors, dans le passé, il y a eu des périodes d'inflation quand l'État créait à tort de la monnaie pour financer un déficit budgétaire. Et de ceci, il en est résulté un dogme monétariste. Il faut retirer à l'État la gestion de la politique monétaire. Ainsi, avec Maastricht, on a une constitutionnalisation du néolibéralisme, une privatisation de la création monétaire, une monnaie unique, avec un but exclusif de contrôle de l'inflation pour protéger les rentiers. Il n'y a pas de contrôle politique sur la Banque centrale européenne. Les États ne peuvent plus mener une politique monétaire. C'est une disparition pure et simple du rôle du politique. Alors bien sûr, l'intérêt des multinationales et de la finance, c'est d'avoir une libre circulation des capitaux avec un taux de change fixe. Mais on aurait pu faire d'autres choix, laisser au pays la maîtrise de la politique monétaire, contrôler l'inflation, séparer les banques d'affaires et de dépôt, avec une discipline budgétaire, et faire en sorte que la création monétaire soit orientée uniquement vers des activités productrices. On aurait pu également réguler la circulation des capitaux, taxer les flux spéculatifs à court terme, favoriser la coopération et non la concurrence, et puis avoir des taux de change maîtrisés sans pour autant qu'ils soient parfaitement fixes, et ce sur le modèle du système monétaire européen. Alors, le référendum pour Maastricht était un référendum tronqué. On nous a demandé de voter pour ou contre un traité élaboré dans l'opacité, alors qu'en fait, un véritable référendum aurait posé sur différents choix: le souverainisme, une confédération, un modèle fédéral coopératif décentralisé, un modèle fédéral, le modèle hybride de Maastricht avec un premier pilier de nature fédérale et deux autres piliers de nature confédérale, un noyau dur au sein d'une Europe élargie. Les débats ont été marqués par des slogans très simplistes, comme par exemple être pour l'Europe, c'est être pour Maastricht, ou voter contre Maastricht, c'est être anti-européen. Si le traité a été adopté de justesse en France, par contre, les Danois l'ont rejeté. Mais suite à des négociations avec la Commission européenne, le traité sera adopté l'année suivante lors d'un second référendum. On verra un peu plus loin que ce scénario s'est répété à plusieurs reprises. Le choix de la monnaie unique a été un choix trop rapide, mais qui répondait aux besoins du marché, avec également la liberté de mouvement des capitaux et la concurrence. Un choix qui prive les pays de leur politique monétaire et qui a créé une divergence entre les pays du Nord et du Sud. Il aurait fallu d'abord construire une union politique, faire converger les politiques fiscales, budgétaires et sociales, mettre en place une monnaie commune avant d'envisager une évolution éventuelle vers une monnaie unique. Et puis rappelons le contexte de Maastricht. À l'été 91, c'est le début du conflit entre la Serbie et la Croatie qui va conduire à l'éclatement de la fédération yougoslave. Cela induit une crise diplomatique entre la France et l'Allemagne. Par ailleurs, il y a également
un blocage de l'union de l'Europe occidentale, du fait d'une opposition entre d'un côté la France, de l'autre côté le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Et à cause de ce blocage, il va y avoir l'intervention des États-Unis dans cette crise yougoslave. Et puis décembre 91, c'est l'éclatement de l'URSS. 1994, on trouve le rapport Herman, le second rapport de la Commission institutionnelle du Parlement européen sur la constitution de l'Union européenne. Ce rapport dénonce le déficit démocratique de l'Europe ainsi que le côté confus et illisible du traité de Maastricht. Il propose en particulier un modèle fédéral décentralisé ayant pour but de renforcer la coopération entre les États. Mais ce rapport est ignoré par les chefs d'État et de gouvernement. On a ensuite deux autres traités destinés en particulier à assurer un meilleur fonctionnement des institutions dans une Europe élargie. Le traité d'Amsterdam fait entrer l'immigration dans les compétences de l'Union européenne. Et concernant le traité de Nice, un référendum est organisé en Irlande. L'Irlande vote contre, mais après des négociations avec la Commission européenne, l'Irlande votera pour le traité à ce second référendum. En 2005, c'est le référendum sur le traité établissant une constitution sur l'Europe. Un traité d'environ 200 pages, aussi confus et illisible que le traité de Maastricht, et de nouveau un référendum tronqué, puisque on nous propose de voter pour ou contre un traité élaboré dans l'opacité, toutes les autres modalités de construction de l'Europe étant ignorées et délibérément mises de côté. Par ailleurs, le refus du référendum par la France et les Pays-Bas n'a pas été pris en compte puisque les principes du traité établissant une constitution pour l'Europe ont été repris dans le traité de Lisbonne. Alors avant ce traité de Lisbonne, en 2008, il y a eu la crise financière. Les Européens ont payé la facture de la crise financière. Tout se passe comme s'il y avait privatisation des gains financiers quand tout va bien et socialisation des pertes quand tout va mal. Suite à cette crise, les États n'ont pas imposé de réforme financière. On aurait pu séparer les banques d'affaires et les banques de dépôt, mais le projet a été enterré par la Commission européenne en 2017. On aurait pu taxer les mouvements spéculatifs, réguler la circulation des capitaux, favoriser une convergence de la fiscalité, supprimer les paradis fiscaux dans l'Europe. Rien de tout cela n'a été fait. On en revient donc au traité de Lisbonne, qui reprend les grandes lignes du traité établissant une constitution pour l'Europe. Ce traité interdit à l'Union européenne et à tout État membre de se porter au secours d'un État membre en difficulté. Et ce, alors même que la Banque centrale européenne a sauvé de la faillite les banques privées en 2008. Ce traité marque ainsi une rupture de solidarité entre les États membres. L'Irlande rejette ce traité par référendum. Un second est adopté. Un second référendum est mis en place l'année suivante. Et on retrouve le même scénario. Suite à des négociations avec la Commission européenne, l'Irlande vote cette fois-ci pour et adopte le traité. En 2012, le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance. Ce traité introduit la possibilité de sanctions contre des États et de délation d'un État envers un autre, en particulier dans le cas de non-respect des règles budgétaires. Par ailleurs, la notion de démocratie est remplacée par la notion de gouvernance par des chiffres et par des règles pour adapter les institutions à l'esprit néolibéral des traités. En 2016, il y a deux référendums. Donc, le plus connu, c'est le Brexit, la sortie du Royaume-Uni. Et il y a également un référendum aux Pays-Bas sur un accord entre l'Union européenne et l'Ukraine, un accord négocié entre 2007 et 2012. Les Pays-Bas votent contre cet accord,
mais ce vote négatif sera contourné l'année suivante par une ratification du Sénat néerlandais. Le code de bonne pratique sur la désinformation 2018 qui sera renforcé en 2022. L'objectif est de lutter contre la désinformation de pays tiers, mais aussi de lutter en interne contre des théories complotistes. Après la pensée unique sur le plan économique, il s'agit maintenant d'imposer une vérité unique au niveau de l'information. Si on reprend le modèle européen, de quoi s'agit-il? On a la concurrence affirmée par le traité de Rome, la Communauté économique européenne en 57, par l'acte unique en 86, par le traité de Maastricht en 92. On a le refus de la coopération qui était proposé par la Charte de la Havane, le refus de la coopération monétaire telle que la mettait en place le système monétaire européen, le refus de la coopération politique proposé par le traité Spinelli, le refus du modèle coopératif, modèle fédéral décentralisé coopératif proposé par le rapport Herman. On a une rupture de solidarité entre les États mis en place par le traité de Lisbonne, la possibilité de délation entre les États au traité de 2012, et enfin le contrôle de l'information 2018-2022. Uniquement 2 débats entre 57 et 2023, des débats tronqués sur des solutions imposées, négociées dans l'opacité, aucun débat sur le type d'Europe que nous souhaitons. On vit sous le règne de la pensée unique. Les élargissements sont décidés et imposés sans qu'il y ait la moindre réflexion sur la finalité d'une Europe élargie. On organise exceptionnellement des référendums et on fait en sorte de corriger le vote lorsqu'un peuple vote mal. Venons-en aux institutions. Au niveau législatif, le Parlement européen n'a pas le droit d'initiative, ce droit est réservé à la Commission européenne, dont les membres ne sont pas élus. Donc, ce qui signifie donc que le Parlement européen est un Parlement croupion. Il y a un intense lobbying des multinationales auprès de la Commission européenne depuis 82 environ. Et puis on a vu que la présidente de la Commission européenne avait tendance à outrepasser depuis 2020 ses fonctions avec des prises de décision dans l'opacité, que ce soit pour les contrats vaccins Covid ou en matière géopolitique avec l'Ukraine. Alors, il ne faut pas confondre le Conseil européen avec le Conseil de l'Europe et le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil européen regroupe les chefs d'État et de gouvernement. Le Conseil de l'Europe, on l'a vu au tout début, c'est une organisation internationale qui est distincte et séparée de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne réunit les ministres des États selon les sujets traités. Il partage avec le Parlement européen le pouvoir législatif et budgétaire, c'est ce qu'on appelle le processus de codécision. Il définit également le mandat de la Commission européenne dans une négociation internationale. Les véritables pilotes de l'Union européenne, c'est essentiellement la Commission européenne, dont les membres ne sont pas élus, la Cour de justice de l'Union européenne, un organe juridique autonome qui se réfère à l'esprit des traités et étend le champ d'action communautaire en maintenant un cap supranational et centralisateur, la Banque centrale européenne, un organisme indépendant sans aucun contrôle parlementaire, et enfin le Conseil européen qui regroupe les chefs d'État et de gouvernement. On attendrait, selon les principes du Conseil de l'Europe, on attendrait des institutions européennes une probité et une exemplarité. Ce n'est malheureusement pas le cas. Il y a de nombreuses affaires de scandales, de corruption, de conflits d'intérêts. On a connu ainsi une démission de la Commission santé en 99, un président de la Commission européenne accusé de fraude, des commissaires qui font la navette entre la banque d'affaires Goldman Sachs
et la Commission européenne ou la Banque centrale européenne, des commissaires qui reçoivent des blâmes, des plaintes contre une présidente de la Commission européenne, des scandales au Parlement européen avec le Watergate, le Maroc-Gate. Selon un article du Monde en janvier 2024, un quart des eurodéputés sont impliqués dans des affaires ou des scandales, et même des accusations de fraude dans un membre de la Cour des comptes européenne. Alors on se dirige tranquillement vers une Europe transnationale avec une disparition des nations, une Europe régie par une Commission européenne dépourvue de légitimité démocratique. C'est en réalité une technostructure qui dicte des règles. Et on se dirige tout doucement vers un contrôle social à l'échelle de l'Europe, ainsi qu'au niveau mondial avec les directives de l'Organisation mondiale de la santé, une Organisation mondiale de la santé qui est financée à 85% par le privé. On a vu ainsi en mai 2024 la tentative de l'Organisation mondiale de la santé pour prendre le pouvoir sur les États avec un accord sur les pandémies et une modification du règlement sanitaire international. Donc, concernant ce biopouvoir, on a en Europe une agence européenne du médicament dont l'objectif est de contrôler la mise sur le marché des médicaments. C'est une agence qui n'appartient pas à l'Union européenne. Elle est qualifiée par le Sénat en France d'objet juridique non identifié. En 2019, elle était financée à 86% par l'industrie pharmaceutique. On voit que le rapport est similaire au financement de l'Organisation mondiale de la santé par le privé. Elle a été condamnée dans l'affaire du Mediator. Dans la crise Covid, elle a autorisé la mise en place du Remdesivir, un produit inefficace et toxique. Et puis, on a pu constater à de nombreuses reprises la défaillance des agences de régulation et de la pharmacovigilance avec de nombreux scandales sanitaires, le Vioxx, l'Oxycontin, la thalidomide, l'Isilène, l'hépatine, etc., etc. Si on fait un petit retour en arrière, depuis 84, on a donc en 84 le refus du traité Spinelli qui proposait une coordination de l'assistance en cas d'épidémie. À la place est mis en place l'acte unique avec son néolibéralisme, sa méfiance vis-à-vis de l'État, la concurrence, d'où progressivement la destruction des solidarités entre États, la destruction des États eux-mêmes, et donc forcément une impréparation face au risque d'épidémie. La conclusion qui en est tirée, c'est que les États ne sont pas capables de gérer le risque, et il faut donc que le privé s'en charge. C'est ainsi qu'en février 2021, l'Union européenne plaide pour un traité de l'Organisation mondiale de la santé sur les pandémies. Et ce qui a abouti au vote en mai 2024 sur la modification du règlement sanitaire international et l'accord sur les pandémies. Venons-en au plan économique. L'Europe a privatisé le secteur bancaire alors que les gains issus de la création monétaire doivent revenir uniquement et exclusivement à la collectivité. Pour Maurice Allais, prix Nobel d'économie, la création monétaire doit relever uniquement de l'État. Avec une libre circulation des capitaux, la perte de souveraineté monétaire, un monétarisme dogmatique centré uniquement sur la stabilité des prix, les États se sont retrouvés sous la coupe des marchés financiers et dans une situation de servitude. On vit sous le règne de la pensée unique, avec un modèle néolibéral depuis 1986, soutenu par une majorité sociale libérale au Parlement européen, l'extrême centre, sans la moindre alternance politique et économique. Le but est la mise en place d'un marché mondialisé dans l'intérêt des multinationales et de la finance, avec une promotion du libre-échange vis-à-vis des pays extérieurs, alors que les coûts de production en Europe sont bien supérieurs.
Le bilan économique est désastreux. On sait déjà que on vit dans un type de capitalisme particulier, un capitalisme de type financier, où l'économie réelle ne représente que 2% des échanges. L'Europe connaît une désindustrialisation, il y a un décrochage de la zone euro par rapport aux États-Unis, une augmentation des inégalités, une perte de souveraineté dans des domaines stratégiques. On l'a vu avec la crise Covid. La plupart des médicaments proviennent d'Inde ou de Chine, ce qui met l'Europe en dépendance. Et en 2023, l'Europe entre en récession et connaît de l'inflation. Un tableau de 1980 à 2024 avec le décrochage de la zone euro par rapport aux États-Unis. Il y a donc destruction de l'Europe, disparition de la démocratie. La constitutionnalisation du néolibéralisme a provoqué une concurrence entre États du fait de l'absence de régulation de la circulation des capitaux, de l'absence d'harmonisation fiscale, de la présence de paradis fiscaux et d'une monnaie unique qui a supprimé toute possibilité de politique monétaire autonome pour chaque État. Les États deviennent ainsi sous contrôle des marchés financiers. Le dogme néolibéral, c'est le fait de considérer que l'État ne sait pas gérer. Il faut donc limiter ses pouvoirs, en particulier privatiser la création monétaire. Le marché va tout régler. Mais en réalité, la dérégulation financière, qui était censée assurer la prospérité de l'Europe, n'est qu'un mythe et une imposture. Cela profite uniquement aux multinationales, au secteur privé et aux banques, avec la libre circulation des capitaux, l'évasion fiscale, les paradis fiscaux, la dérégulation, le libre-échange, la baisse de la fiscalité sur le capital. Et par ailleurs, le marché est totalement impuissant en cas de crise financière, de pandémie ou de problématiques écologiques. Sur le plan géopolitique, l'Europe n'a pas de vision géopolitique indépendante. Elle a été incapable de nouer des relations apaisées avec ses voisins proches, comme la Russie et la Turquie. Il y a toujours une partition de l'île de Chypre depuis 1974 entre la Grèce et la Turquie. Pourtant, depuis 1991, la Russie et l'Europe ont dialogué au sein du Conseil de coopération nord-atlantique et Russie, puis au sein de l'acte fondateur OTAN-Russie en 97. Il y a même eu une perspective de réconciliation avec la Russie entre 1997 et 1999. C'est ce qu'on avait vu avec le Conseil de l'Europe. L'accord de partenariat et de coopération entre la Russie et l'Union européenne de 1994 devient effectif fin 1997 et il est censé mettre en place les conditions de création à terme d'une zone de libre-échange entre la Russie et l'Union européenne. Mais il va y avoir plusieurs problèmes. Déjà, Bruxelles qui a tendance à imposer ses règles et ses normes à la Russie et à vouloir convertir la Russie à un modèle européen. Et surtout, le rapprochement entre la Russie et l'Union européenne est interrompu en mars 99 à la suite de la campagne militaire en Serbie de l'OTAN, à l'élargissement de l'OTAN à 3 pays en 99 et à 7 autres en 2024. Les relations se dégradent progressivement, donc depuis mars 99, la guerre en Serbie. Il y a la seconde guerre de Tchétchénie en août 99, puis l'invasion de l'OTAN en Irak en 2003 sur des motifs fallacieux, les accords de Berlin Plus qui formalisent les relations entre l'OTAN et l'Union européenne, et tout ceci aboutit en 2007 à une rupture avec le discours de Poutine à Munich. Alors cette guerre de l'OTAN en Serbie
Elle marque une rupture du droit international par l'Occident. C'était une guerre illégale, sans mandat des Nations Unies, présentée comme une guerre juste et morale. D'organisation défensive, l'OTAN est devenue une structure offensive. Elle a mené 78 jours de bombardements aériens sur la Serbie. Il en est résulté de nombreux cancers dans la population suite à l'utilisation de munitions à uranium appauvri. Et puis, la guerre n'a pas réglé le problème des Balkans. Elle a par contre permis l'installation d'une base de l'OTAN au Kosovo. L'Europe est sous la coupe des États-Unis. La doctrine géopolitique des États-Unis, c'est d'empêcher l'émergence d'un monde multipolaire et d'empêcher un rapprochement entre l'Europe et la Russie. Cela a été bien formalisé dans le livre de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Et dans ce livre, Brzezinski note qu'il y a deux pays importants, l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan, dont on a vu qu'il est membre du Conseil de l'Europe depuis 2001. D'où, depuis au moins 1997, l'implication des États-Unis en Ukraine, avec plusieurs partenariats stratégiques entre l'OTAN et l'Ukraine, en passant par l'implication de la CIA lors de la révolution de 2014 en Ukraine. Donc, pour les États-Unis, il faut élargir sans cesse l'Union européenne vers l'Ukraine, vers les Balkans, vers la Turquie, conjointement à l'extension de l'OTAN et à la diabolisation de la Russie. Cette diabolisation de la Russie en Europe est relayée principalement par le Royaume-Uni, la Pologne, les pays baltes. Et pour voir l'influence, jusqu'à quel point peut aller l'influence des États-Unis, en septembre 2023, il y a eu une tentative pour nommer une Américaine à la puissante direction générale de la concurrence de la Commission européenne. La devise de l'OTAN, telle qu'elle a été formulée par le premier secrétaire général de l'OTAN, c'est maintenir l'Union soviétique dehors, on peut remplacer par la Russie, les Américains dedans et affaiblir la puissance germanique. L'Europe a été incapable d'éviter deux guerres sur son territoire, alors que la paix est l'un des objectifs majeurs de l'Union européenne. Il y a eu le refus américain d'une proposition française en 2006 pour une neutralisation de l'Ukraine qui aurait été gérée par le Conseil OTAN-Russie. Et l'Union européenne a négocié entre 2007 et 2012 une proposition d'accord de libre-échange avec l'Ukraine, alors que selon un rapport du Sénat, en 2011, l'Europe avait tout intérêt à développer des liens de coopération avec la Russie. L'Ukraine s'est ainsi retrouvée écartelée entre développer des liens économiques avec la Russie ou avec l'Union européenne. C'est une guerre qui n'a pas été évitée. Il y a une grande responsabilité de la France et de l'Allemagne pour ne pas avoir fait respecter les accords de Minsk. Une responsabilité de la société ukrainienne pour avoir refusé de donner une large autonomie aux régions russophones. 2 mois après le déclenchement de la guerre, une solution diplomatique a été bloquée par Boris Johnson. Et au total, l'Union européenne est entraînée dans une guerre contre la Russie, alors que cela ne répond absolument pas à ses intérêts. Cela dévoile au grand jour sa vassalisation vis-à-vis des États-Unis. Et de plus, les sanctions contre la Russie profitent aux États-Unis et contribuent à l'effondrement de l'Europe. Il n'y a pas eu le moindre débat en France concernant cette guerre, pas de mise en perspective historique. L'Europe a suivi la politique des États-Unis, à savoir utiliser l'Ukraine pour empêcher un rapprochement entre l'Europe et la Russie. Comme le dit un professeur américain de droit international, c'est une guerre géopolitique des États-Unis contre la Russie et une agression de la Russie contre l'Ukraine sur le terrain. En 2003, on note ainsi une inflation des dépenses militaires, une économie de guerre, avec le risque d'une troisième guerre mondiale au travers du conflit en Ukraine entre l'OTAN et la Russie.
Il y a des navettes entre l'Europe et l'OTAN. Ainsi, d'anciens secrétaires généraux de l'OTAN ont tenu un rôle important dans la construction européenne. Et Ursula von der Leyen a même postulé un temps au poste de secrétaire général de l'OTAN pour son renouvellement en novembre 2024. L'Europe n'a pas le soutien des peuples. Pour les élections européennes, l'abstention tourne toujours aux environs de 50%. Loin des objectifs de redressement économique, de contrôle des prix et de paix, depuis 1984, l'Europe se construit dans l'opacité, avec une augmentation des inégalités, une désindustrialisation, une évolution vers une société de contrôle, avec des guerres, Serbie, Ukraine. L'élaboration des traités se fait dans l'opacité et leur modification est quasi impossible puisque la révision doit se faire à l'unanimité. On note une disparition de la démocratie. Les référendums sont présentés de façon tronquée et rare. On demande si besoin un second vote ou bien on contourne le résultat du vote. Et comme l'a dit Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne en 2015, il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens. Donc au total, cette Europe ne répond pas à nos intérêts et à nos besoins. Elle impacte la vie de millions d'Européens qui, pour la plupart, ne sont pas informés des enjeux. Et par ailleurs, la plupart des médias n'informent pas de façon neutre. L'Europe, et d'une manière plus générale l'Occident, est dénuée d'éthique. Le respect du droit est à géométrie variable. On l'a vu en Serbie en 1999, en Irak en 2023. Et cela a provoqué un bouleversement géopolitique majeur avec la montée en puissance des BRICS contre l'Occident. Par ailleurs, les répercussions environnementales de la guerre sont en totale contradiction avec les déclarations de lutte pour la préservation du climat, de l'environnement et les objectifs de développement durable.